Pas avant, ça m'étonnerait. Non, ça c'est Francky qui a tout changé. Prenez le micro. On prendra la main et nous Alexis, vous allez prendre ce micro-là. 24. On aura chacun son micro. Voilà, c'est ça que je voulais. Justement, j'ai demandé à. Ouais, même les appels d'année, mais avec ça, je Gérard Maury, il doit venir à l'antenne. Vous vous mettez ici? Je vais me mettre là et là après. À 9h20, vous vous mettrez là. Bah, quand vous allez partir. Hein. Salut, c'est Léonard Michalon. Retrouvez Par contre, je sais plus, au niveau des micros, il faut que je monte le son là. Non, je vais vous les régler. Ça, après, je touche plus. D'accord. sur IDFM, la radio du bien-être. Vous ferez juste ça quand vous couperez juste les micros quand vous passerez la musique. D'accord, donc de toute façon, avant que vous partiez, on mettra une pause musicale. Comme ça, vous me redites deux petites choses. Voilà. De toute façon, on ne vous laisse pas partir. Bon, en fait, c'est ça. Charlie, Charlie a entendu. il m'entend pas. Non, avec le casque, il entend rien. Donc on peut dire des bêtises. Oui, on peut dire toutes les bêtises. Il faut mieux éviter. Quand vous avez le casque. Parce que c'est enregistré. Ah bon? Ah, vous êtes enregistré. Non, je disais quand vous aviez le casque, j'ai dit de toute façon, on vous laisse passer. Non, c'était pour. Non, ce qu'il disait, c'est qu'on vous laisse pas partir, Charlie, tant qu'on n'a pas fini. Hélas, moi je voudrais bien, ça ne me gênerait pas du tout, mais j'ai un rendez-vous très important, très important. En tout cas, merci beaucoup, Charlie, d'avoir fait l'effort de venir. Très gentil. Parce que là, Francky est à Versailles. Oui, on en parle dans nos infos. Mais moi, je ne l'ai pas. Toutes les autres d'ici la fin de l'année scolaire. 50 000 yaourts devraient être proposés avec un opercule créé spécialement à l'effigie du Val d'Oise. Ce yaourt est fabriqué avec du lait issu de l'exploitation de 3 producteurs de l'Oise à moins de 90 km afin d'utiliser des circuits courts plus économiques et écologiques. Actuellement, entre 15 et 17% des produits consommés dans les cantines du département sont bio. Un appel aux dons pour restaurer l'église de Vigny. Des travaux de sécurisation sont nécessaires, notamment pour le clocher et la toiture. Coût estimé 300 000 € selon la mairie. Une subvention va être sollicitée par la commune dans le cadre d'une dotation d'équipement des territoires ruraux et auprès du conseil départemental. Mais cela ne suffira pas. Et parallèlement, une association pour la sauvegarde de l'église nommée Assorève est sur le point d'être créée. Un autre chantier est prévu dans l'année à venir, celui de la rénovation de la mairie. Quel nom sera choisi pour la future école de Bessancourt? Les habitants sont appelés à voter par la mairie qui propose 3 noms de figures féminines du 19e et 20e siècle, Simone Veil, Marie Curie et Lucie Aubrac. Des urnes et des bulletins de vote sont mis à disposition dans plusieurs points de la ville. La mairie, la bibliothèque, l'espace Marx Técart et l'accueil de centres de loisirs Lamartine et Saint-Exupéry. La future école est pour l'heure toujours en construction et sera terminée pour la rentrée de septembre. Les habitants de Bessancourt ont jusqu'à demain pour faire leur choix. Et enfin, cette semaine se tient la première semaine de l'entrepreneuriat pour tous dans le Val d'Oise, organisée à l'initiative de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Au programme des événements d'information dans toute l'Île-de-France pour rendre l'entrepreneuriat accessible à tous. Cette première semaine de l'entrepreneuriat pour tous a l'ambition d'être un véritable manifeste de déclaration du droit à l'initiative économique. Chaque année, ce sont plus de 16 000 entrepreneurs qui sont financés et accompagnés par l'ADI, dont 42% étaient aux minima sociaux avant de se lancer et un quart n'ont pas de diplôme. Cette semaine de l'entrepreneuriat se termine samedi 2 février et tous les événements sont à retrouver sur le site rdv-adi.org. C'était la matinale, merci d'avoir été avec nous depuis 7 heures, merci à nos différents invités, notamment les fondateurs de Méca Nomade. Entre 7h et 8h, nous étions aussi à la salle des ventes d'Anguin-les-Bains avec Maître Gox. Et puis merci aussi, il y a quelques instants, par téléphone, nous étions avec l'acteur et humoriste comédien Michel Boujna. Très bonne journée, la suite c'est maintenant sur la radio du bien-être. Restez avec nous et je vous retrouve demain matin, toujours entre 7h et 9h. Cadeaux, surprises, rubriques et invités. Voilà, c'est à nous. C'est parti. Jingle. Bonjour
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et oui, tout le Val d'Oise et toute l'Île-de-France et la région nord de la France sont sous la neige. Donc c'est plus difficile d'arriver. Donc je remercie d'autant mes invités d'aujourd'hui qui sont avec nous en studio. Et donc on est ravis de vous retrouver avec Charlie à la technique, Pierre-Louis Marmillot pour l'info du jour. Et puis on va retrouver Jean-Claude Durousseau pour la chronique santé. Et bien sûr Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales pour sa rubrique Comprendre le monde. Il reçoit aujourd'hui Bertrand Bardy, je vous en reparle tout à l'heure. Mais tout de suite, j'accueille donc Daniel Dubrac. Bonjour. Bonjour. Daniel Dubrac, c'est en 2017 que vous avez été élue présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis. Et puis, vous êtes également première vice-présidente de la CCI Paris-Île-de-France. Vous êtes de formation technique, ingénieur plus exactement. Vous avez travaillé d'ailleurs chez Thomson sur des systèmes de téléalarme de sites dits sensibles, comme on dit. Ça, c'était en 1986. Et puis un jour, vous décidez de créer votre propre société d'administrateur de biens, ou si tout le monde sait ce que c'est qu'un syndic d'immeuble, en fait, vous travaillez dans la gestion de biens immobiliers. C'est le cabinet Sabimo qui emploie maintenant 20 personnes, mais vous avez démarré toute seule d'ailleurs. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Alors vous faites beaucoup de choses, vous êtes également membre du Conseil économique et social et environnemental dans la section éducation, et puis vous êtes membre du réseau Femmes Chefs d'entreprise de France, et puis vous avez présidé l'école de la seconde chance en Seine-Saint-Denis. Alors avec vous, bien sûr, on parlera de la gestion d'une chambre de commerce dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, de l'utilité d'ailleurs d'une CCI, comme on dit plus rapidement, et puis de leur place parmi les acteurs du développement économique. Et on aimerait connaître vos objectifs et les besoins des entreprises de Seine-Saint-Denis. Et pour partager ce débat, à vos côtés, sur ce même thème, j'accueille tout de suite Pierre Cuchely. Bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et vice-président de la CCI Paris-Île-de-France. Alors, côté professionnel, vous dirigez Eracib, entreprise. Vous êtes déjà venu d'ailleurs à ce micro, vous venez régulièrement, on vous en remercie. Quand on m'invite, je viens. Oui, c'est très gentil, c'est vrai. Dès que je vous invite, vous venez. Votre entreprise fabrique des électrovannes de haute technologie depuis plus de 50 ans. C'est une entreprise que vous avez rachetée alors que vous étiez salarié à l'époque. Et vous avez racheté il n'y a pas longtemps, en 2016, le Savoir Industriel, une entreprise qui existe, elle, depuis 40 ans, qui fabrique des composants pour l'hyperfréquence que l'on retrouve dans les objets connectés, par exemple, comme les bornes d'incendie intelligentes. Alors, hormis le fait de parler des chambres de commerce et des besoins des entreprises, et puis de faire un petit peu le bilan 2018, on aimerait aussi vous entendre sur les Gilets jaunes, sur le Grand Paris Express, sur les Jeux olympiques et paralympiques, sur la défiscalisation des heures supplémentaires et sur les quartiers politiques de la ville. Si vous voulez bien, on a quand même beaucoup de choses à débattre ensemble. Mais tout d'abord, comme d'habitude, c'est l'info du jour. Pierre-Louis Marmillot, première chose, c'est l'hommage que nous souhaitons tous faire à Michel Lefebvre, qui fut le président d'Initiative Île-de-France. Et pour cela, le meilleur hommage, c'est de vous passer la parole, Pierre Cuchely. Oui, écoutez, je voudrais rendre hommage à Michel Lefebvre qui nous a quittés la semaine dernière, qui était donc le président d'Initiative de 95, d'Initiative Île-de-France. C'est un monsieur... C'était une richesse d'être en contact avec lui, de le côtoyer. C'est un garçon qui a démarré sa carrière professionnelle en travaillant dans des fonderies Citroën en 3-8, à une époque où il n'y avait pas de climatisation dans les usines, qui a fait des études le soir, le week-end, etc., qui a acquis un certain nombre de diplômes et petit à petit, il est monté et il a réussi à prendre des responsabilités très importantes chez Areva, chez Framatome, devenu Areva depuis, au CEA, qui n'est pas le Conseil économique d'Argenteuil, mais c'est le commissariat à l'énergie atomique, et au CNES. Une fois arrivé le moment de sa retraite, il a décidé de se consacrer à aider, à faciliter le parcours des jeunes qui veulent créer l'entreprise ou en reprendre. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ce domaine-là. Et Michel, lui, il avait actuellement, mais là, c'était les pionniers. C'était un des pionniers, on peut dire. Et puis, c'était pas simplement aider, c'était les détecter, les accompagner, les suivre une fois qu'ils avaient créé leur entreprise. Et c'est vraiment, je ne sais pas combien il y en a dans le Val d'Oise qui doivent la réussite de l'entreprise à Michel, mais le nombre est important. Ça me semble vraiment important de lui rendre hommage parce que le Val d'Oise a perdu beaucoup.
Voilà, parce que malheureusement, nous l'avons enterré hier. Exactement. Et c'est pour ça qu'on lui rend hommage ce matin. C'est pour ça que je suis un peu ému dans ma voix. Merci beaucoup. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Merci beaucoup Pierre Cuchely, c'était important de le souligner effectivement. Et d'ailleurs, nous recevons souvent les startups que suit Initiative 95 et l'Île-de-France, mais les 95 plus particulièrement. Alors, autre info, bien sûr, aujourd'hui, c'est dernière phase d'agrandissement pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. ADP, le gestionnaire des aéroports parisiens, a amorcé l'année dernière des études pour la construction du terminal 4, un terminal qui aurait pour objectif d'accueillir 30 à 40 millions de passagers, pour un total de 120 millions pour tous les aérogares. L'objectif de ce dernier terminal sera d'empêcher la saturation des aérogares de Paris, tout comme d'accueillir les nombreux passages que vont engendrer les Jeux Olympiques de 2024. Si les débuts des travaux semblent difficiles et que le projet promet d'être long, on prévoit des travaux sur 20 ans, l'ouverture de la première tranche de ce terminal permettra d'accueillir entre 7 et 10 millions de passagers en 2024. Troisième info du jour, l'enquête de l'AMIF et du Forum métropolitain du Grand Paris sur le sujet des routes du Grand Paris. Mais tout d'abord, j'aimerais l'avis de Daniel Dubrac et de Pierre Cuchely sur donc cet agrandissement de Roissy-Charles de Gaulle. Écoutez, un terminal, Daniel Dubrac. Il y aura plus de voyageurs, donc plus de voyageurs, plus de touristes. Franchement, c'est important pour que Roissy reste le premier hub. Actuellement, je crois que c'est le premier hub en matière de fret. Et donc, au niveau du transport des voyageurs, au niveau international, c'est important que Roissy devienne cet aéroport que l'on mérite. Il faut absolument que cet aéroport se fasse parce que ça va apporter des investissements. On sait très bien que les activités aéroportuaires, on sait très bien que c'est extrêmement important. C'est de l'argent d'ADP, hein, c'est à peu près 9 milliards. Et puis, c'est aussi des retombées autour de nos territoires, du 95, du 93 notamment. Donc, c'est vraiment important que ça se fasse. Il y a un débat public volontaire de la part d'ADP sur cet aspect-là. Et puis, voilà, la concertation démarre là. Nous, les chambres de commerce, bien évidemment, on va essayer de faire profiter les salariés, les entreprises de nos territoires à travers la construction de cet aéroport d'une part, et d'autre part l'exploitation. Bien évidemment, on a besoin de cet aéroport pour les JO. Hein, il y aura une partie du terminal qui sera fait, le terminal 3 après sera démoli. Donc on en a absolument besoin. Et puis en matière de transport des touristes, c'est impératif qu'il s'arrête à Paris capitale. Puisqu'on veut que la France, puisqu'on veut que le tourisme soit la première activité économique française. Oui, Pierre Cuchely ? Le tourisme, c'est une industrie extrêmement importante en France. Hein, et c'est d'ailleurs une industrie qui a souffert un petit peu ces derniers mois avec ce qui s'est passé notamment à Paris. Donc c'est extrêmement important. Nous, je rappelle que Chambre de commerce et l'industrie, notre raisonnement, c'est le développement économique. Ce qui nous importe, c'est le développement économique. L'agrandissement de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est forcément bon pour le développement économique des territoires autour, et notamment du Val d'Oise, qui est quand même un petit peu l'oublié, toujours, comme le 93 d'ailleurs un petit peu. Hein. On est quand même un peu les territoires oubliés, donc à partir du moment où on va développer, on va agrandir cet aéroport, il va y avoir un développement des activités, il va y avoir un développement du tourisme, il va y avoir un développement du commerce. Ça va permettre aussi peut-être à un certain nombre d'entreprises nouvelles de venir s'installer à Roissy parce que l'agrandissement va faciliter aussi les transports. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons l'intention, nous, Chambre de commerce et l'industrie, non seulement de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, mais la Chambre de commerce et l'industrie régionale soutient ce projet et nous participons, nous prendrons notre place dans le débat qui va avoir lieu. C'est pour nous très très important. Donc vous allez assister à toutes les concertations. Vous allez essayer. On va essayer d'y assister et si on n'y est pas, on sera représenté. En plus, en étant à deux, on va être encore plus fort et on va faire entendre encore plus le voix de la CCI. Et nous avons signé une convention justement pour qu'on puisse avoir accès au marché dans le cadre de la construction, pour que les entreprises en bénéficient et puissent travailler sur ces marchés. C'est extrêmement important. Hein. C'est que effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise ne soient pas non plus les oubliées. S'il y a des travaux à Roissy, il faut absolument que nos entreprises puissent aussi avoir accès au marché d'une manière ou d'une autre. Au moins présenter leurs offres. Je ne dis pas qu'il faut les privilégier, mais en tout cas, il faut au moins qu'elles puissent se défendre. Et leurs compétences. Voilà, et la compétence. Enquête de la MIF donc et du Forum métropolitain du Grand Paris sur le sujet des routes du Grand Paris. Les collectivités ont annoncé avoir lancé une enquête auprès des maires et des présidents et présidentes d'intercommunalités afin d'en savoir plus sur leur vision des évolutions que pourrait connaître le réseau de voies rapides et les autoroutes, sur une dimension locale mais aussi internationale. Nous constaterons des résultats de cette enquête le 17 avril au Salon des maires d'Île-de-France
et en juin lors de l'exposition présentant les résultats des travaux des équipes de la consultation internationale. Est-ce que Pierre Cuchely et Daniel Dubrac, est-ce que vous voulez commenter cette information? J'espère qu'on la commentera peut-être quand on aura les résultats de l'enquête. En tout cas, on sait très bien que les transports, c'est très important pour l'activité économique. Une entreprise s'installe par rapport à des transports en commun, des transports autoroutiers, pour les salariés, pour les fournisseurs, c'est voilà, pour l'activité. Donc les transports, c'est vital, et donc l'entretien aussi des voiries, etc., c'est vital aussi. Non, mais c'est vraiment une question aujourd'hui de vie ou de mort pour un département comme le Val d'Oise. Hein. Je rappelle quand même que, on l'a vu avec le problème du pont de Gennevilliers, le Val d'Oise était coupé. Le Val d'Oise, déjà en temps normal, est coupé de Paris. C'est le seul département qui n'a pas une autoroute avec un accès direct au périphérique. Je le rappelle, c'est le seul département d'Île-de-France. Ce problème a été amplifié lorsqu'il y a eu le problème sur le pont de Gennevilliers. On s'est aperçu qu'on était, je reprends l'expression qu'a créée mon amie Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental, elle a dit le Val d'Oise, c'est une presqu'île. C'est un îlot, oui. C'est exactement ça. Sauf que quand vous allez sur la presqu'île de Noirmoutier, quand le pont est cassé, si le pont se casse un jour, là, vous pouvez toujours passer à marée basse. Dans le Val d'Oise, tout le monde passe sur le pont de Gennevilliers. Quand le pont de Gennevilliers est fermé, eh ben, on passe plus nulle part parce que ça crée de tels bouchons aux 2-3 autres ponts disponibles, notamment sur Argenteuil-Beson, que c'est une véritable catastrophe. Je voudrais préciser aussi que j'étais, il n'y a pas longtemps, à la préfecture d'Île-de-France, dans une réunion avec le préfet d'Île-de-France, M. Michel Cadot, qui lui-même a dit à un moment donné que le Val d'Oise était le département le plus en retard en termes d'infrastructures routières et ferroviaires, et qu'on allait mettre au moins 15 ans à rattraper ce retard. Après, il ne faut pas s'étonner que le Val d'Oise soit toujours en retard et l'oublier de tous les grands projets, puisque nous avons ce problème d'accès. Mais Daniel l'a très bien dit auparavant, une entreprise, quand elle va s'installer quelque part, la première chose qu'elle regarde, c'est comment je fais venir mes fournisseurs, comment je fais venir mes salariés, comment je fais venir mes clients. Si les clients ils sont obligés de passer par des chemins d'allage, ben évidemment pas. Donc, alors est-ce que vous trouvez que nos élus nous défendent suffisamment? Je pense que nos élus dans le Val d'Oise, ils nous défendent autant qu'ils le peuvent. Malheureusement, c'est pas eux qui tiennent toutes les clés. C'est quand même beaucoup l'État et la région. Hein. Et puis c'est une question de budget. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, on peut se voiler la face. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude d'appeler un chat un chien. Il y a des problèmes de budget dans ce pays. Hein. Ce pays est en déficit depuis maintenant 30 ou 40 ans. Des décennies, oui. Eh bien, le premier impact de cette situation, ce sont les infrastructures routières. Je veux dire, moi, à titre personnel, je me suis toujours posé la question si la limitation de 90 à 80, on ne l'a pas imposée pour éviter de réparer les routes. Parce que notamment dans le Val d'Oise, enfin, on a partout des routes avec des crevasses, des trous qui ne sont plus réparés. Ou alors aujourd'hui, on met juste un petit sparadrap comme ça de temps en temps. Je veux dire, pour un pays qui va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, c'est un peu limite quand même, hein, je trouve. Hein. Franchement, c'est très bien et je suis pour qu'on agrandisse l'aéroport de Roissy. Je suis pour les nouvelles lignes de transport ferroviaire qui sont prévues. J'aimerais aussi qu'on entretienne un petit peu nos routes, parce que là, il y a vraiment un problème, notamment dans le Val d'Oise. Mais est-ce que finalement, la France ne devrait pas avoir un projet d'une vision, une vision de grands investissements, tant pis pour le déficit? Est-ce que finalement, c'est pas ça que vous voulez dire? Daniel Dubrac, Pierre Cuchely? Peut-être. Moi, je crois que ça avait été essayé par le président Sarkozy, mais je ne me souviens pas trop des résultats. Il y a un vrai problème. Je sais pas, moi, je ne suis pas président de la République ou ministre en charge des infrastructures. En tout cas, il y a un vrai problème d'état de nos routes, de nos voies ferrées. Nos aéroports, je veux dire, Roissy, c'est très bien, on a grandi. Et il y a quand même un voyageur étranger qui arrive à Roissy, qui ne parle pas le français. Moi, je me demande toujours comment il fait pour arriver jusque dans Paris. Quand il rentre dans le RER, il voit quand même des lignes, des gares qui sont quand même pas top. Hein. Je veux dire, franchement, on va souvent avec le Val d'Oise au Japon. Quand on voit l'état des métros japonais, les stations de métro japonais, quand on voit les stations en Chine, quand on voit les stations dans des tas de pays, on a quand même du retard à rattraper. Et ce retard, il s'est accumulé au fur et à mesure des années. Donc faire un grand plan d'investissement, bien sûr. Après, comment on finance ? Penser à l'entretien, aux gros entretiens. Voilà, on ne pense pas assez à l'entretien. Alors, autre info, justement, continuons sur ce thème des transports. Autre info, c'est le préfet de la région Île-de-France, le préfet de Paris, donc Michel Cadot, qui a débuté sa mission de concertation sur le CGD Express, dont le rapport sera remis début février.
Mais on a peur que cette ligne de transport ait du plomb dans l'aile puisqu'il déclare « priorité au transport du quotidien ». Cette priorité se traduit par des investissements et en travaux de régénération des lignes sur le réseau ferré national d'Île-de-France à hauteur de 2,1 à 2,4 milliards d'euros sur 2020-2024. Ces financements, avec Île-de-France Mobilité, institution présidée par Valérie Pécresse, permettent la réalisation d'une quinzaine de projets concentrés sur le faisceau ferroviaire Paris-Nord, notamment l'arrivée de nouveaux trains plus capacitaires, plus fiables et plus confortables sur la ligne D, RER NG et la ligne B. La mise en conformité des gares pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, les interconnexions du réseau RER avec le Grand Paris Express, le nouveau système de signalisation et d'exploitation Nexteo, etc. Pourtant, les enjeux du projet CDG Express sont évidents. Comment un pays comme la France, qui veut faire du tourisme sa priorité économique, ne pourrait pas investir sur cette ligne directe qui relie en 20 minutes Paris, gare de l'Est, à l'aéroport Charles de Gaulle, toutes les 15 minutes? Cela permet de conforter le RER B dans sa vocation de transport du quotidien en le libérant d'une partie des voyageurs avec bagages, de diminuer les circulations routières entre Paris et l'aéroport et de favoriser le développement économique et touristique de la France. Ce projet CDG Express est un projet à 2,1 milliards d'euros à financement propre, sans subvention publique. L'État prêterait 1,7 milliard d'euros sur 40 ans aux actionnaires SNCF Réseau, ADP et la Caisse des dépôts. Ce prêt serait remboursé par les voyageurs aériens, précisément par la contribution spéciale sur les billets d'avion des passagers hors correspondance de Paris-Charles de Gaulle et par le ticket du CDG Express. Les travaux coûteront donc 1,8 milliard d'euros. Les frais financiers seraient de 0,3 milliard d'euros, un emprunt de 1,7 milliard d'euros, capitaux de 400 millions d'euros. Voilà pour quelques détails sur le bilan du CGD Express. Un petit commentaire, Daniel Dubrac, peut-être. Pour vous, c'est majeur. C'est vital, c'est le rayonnement de l'Île-de-France. Tous les aéroports internationaux ont une liaison directe avec leur capitale. Donc ça... Et puis, il ne faut surtout pas opposer les projets Grand Paris Express, CDG Express et le RER. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes financements. Voilà, là, le CDG Express, c'est pour transporter des voyageurs, 20 000 voyageurs. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'on mélange un petit peu les deux sujets dans cette concertation et qu'il faudrait séparer. On cherche financement partout. On cherche aussi peut-être de voir au niveau des projets de construction, c'est quand même compliqué. Les travaux, c'est quand même compliqué. Il y a peut-être aussi des problèmes de calendrier. Mais je rappelle quand même que au niveau des JO et de la candidature, le CDG Express a été vendu. Et il faut absolument qu'il se fasse parce qu'il va y avoir les 20 millions de touristes, enfin, les gens qui vont aller voir les JO, qui vont être présents. Donc Pierre Cuchet, vous dites que c'est un engagement de campagne. C'est un engagement qui a été pris dans le dossier de candidature, et Paris a été désigné ville olympique en 2024, notamment parce qu'il y avait cette ligne. Je crois que j'ai un petit peu préparé le terrain tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, vous prenez le RER B entre Charles de Gaulle et Paris. Quand même, l'état des lignes n'est pas terrible, les gares ne sont pas terribles, vous avez régulièrement des problèmes. Alors j'entends qu'on va réaménager ça, faire des travaux, etc. C'est super, mais ça ne suffit pas. Et effectivement, ce RER B, il est pris tous les jours par des gens qui vont travailler à Paris ou qui vont travailler à Roissy ou qui font des trajets entre les deux. La ligne CDG Express, c'est autre chose. C'est pour les visiteurs, et notamment les visiteurs pour les Jeux Olympiques, qui veulent aller dans Paris. Et Daniel l'a très bien dit tout à l'heure, toutes les villes, en tout cas toutes les villes modernes du monde, ont une ligne express qui vont de l'aéroport au centre-ville. Je ne vois pas pourquoi nous, Paris, on serait l'exception. Et puis ça permettrait de désengorger le RER B notamment. Ça permettrait de désengager le RER B. Et puis je crois qu'au niveau du financement, les choses sont à peu près organisées. Alors j'ai cru comprendre que le milieu politique, y compris régional et départemental, était un petit peu sceptique par rapport à ça. Moi je pense que nous, encore une fois, je le dis, Chambre de commerce et d'industrie, on raisonne en termes économiques, de développement économique, pour le développement économique de l'Île-de-France, pour le développement économique de la Seine-Saint-Denis, pour le développement économique du Val-d'Oise. C'est extrêmement important. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les deux. Autre info importante aujourd'hui, c'est l'Île-de-France, région la plus pourvoyeuse d'emplois en France en 2018. C'est ce que révèle Hello Work, anciennement Région Job, acteur sur le marché de l'emploi en France. Si la région n'est pas celle qui a connu la plus forte croissance dans le pays, elle a tout de même eu une augmentation de 21% des offres d'emploi durant l'année 2018, représentant ainsi 20% des offres d'emploi du pays. Un chiffre en baisse pour la région qui passe en 5e position en 2018 sur le classement national des offres d'emploi. La métropole du Grand Paris reste pourtant la deuxième métropole la plus dynamique de France, avec une croissance de 30% en 2018, derrière Bordeaux étant la première. Pourvu que ça dure.
plus 29% dans la création d'emplois en CDI, 9% dans la création d'emplois en CDD, mais une baisse de 7% pour les travaux temporaires. Voilà, et dernière info du jour, un petit rendez-vous, c'est l'ouverture du salon de l'étudiant à Cergy, en Val d'Oise, bien sûr. Le samedi 2 février, à Cergy, se tiendra la 29e édition du salon de l'étudiant en Val d'Oise, organisé en partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val d'Oise, l'ONICEP Île-de-France, l'Université de Cergy-Pontoise, Paris-Seine, comme on dit maintenant, avec le soutien des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes lycéen ou étudiant et que vous cherchez une orientation, d'autant que la plateforme Parcoursup est ouverte. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et d'échanger avec des responsables de formation, ainsi qu'avec des étudiants en cours de scolarité. Des conférences auront aussi lieu le long de la journée, de 10h à 18h, à l'université de Cergy-Pontoise, au site des Chênes. Merci beaucoup Pierre-Louis Marmillot pour l'info du jour. Tout de suite, on va faire une belle pause musicale en hommage à Michel Legrand, comme je vous l'avais annoncé lundi. Et voilà. Merci pour vos commentaires. C'est plutôt des charmants, non? Oui, vous êtes drôle. Bon, vous êtes déjà mariés tous les deux, on peut même pas vous marier, c'est masse. Si ça se trouve, en plus, ma femme l'écoute, là. Bah, j'espère qu'elle nous entend. Elle nous écoute par Facebook ou bien Ça nous écoute par sur Facebook, live. parce qu'on a mis dans les il ne faut pas dire. Vous avez du... De quoi? C'est la musique du film... C'est une des musiques du film... Comment ça s'appelle? L'affaire... Comment ça s'appelle? L'affaire... Ouais, voilà, merci. Donc on commence par la gestion d'une CCI, les besoins, vos missions, enfin voilà, le petit bilan, un petit bilan sur donc 2 années de mandat finalement. Oui, Ça va vite, hein. C'est un mandat de combien de temps? 5 ans. Ah oui. Et comment vous faites justement, je vais vous demander comment vous faites pour gérer votre entreprise en même temps, enfin parce que c'est lourd comme. Franchement, je sais pas comment vous faites quand je vois Pierre Cuchely qui est partout. C'est vrai, vous êtes partout. On essaie. C'est de la com. C'est de la com. Ouais, je me dis, le cœur, il faut qu'il tienne, la santé, il faut avoir une sacrée santé. Non, ça maintient jeune. Puis quand on en fait, on vous demande d'en faire plus. Bah, c'est sûr. Plus vous en faites, plus on vous demande d'en faire. Donc on va parler un petit peu de ça et de la difficulté de gérer en même temps son entreprise. Mais on va d'abord parler de la CCI, bien sûr. Ça va, Philippe? Merci beaucoup d'être là. Hein. Oui, on y va. On y va. On y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Dubrac et de Pierre Cuchely, tous deux présidents de Chambre de commerce d'industrie. Pour Daniel Dubrac, c'est le 93, la Seine-Saint-Denis, et pour Pierre Cuchely, bien sûr, c'est le 95, le Val d'Oise. Et donc, aujourd'hui, Daniel Dubrac, si vous voulez, je vais vous passer la parole en premier, si vous voulez bien. J'aimerais que vous nous parliez de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie, puisque vous en êtes à votre 3e année de mandat, donc un petit bilan sur les 2 ans. Quelles ont été vos premières missions? Quel bilan avez-vous trouvé quand vous êtes arrivé? Et où voulez-vous emmener le 93? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une chambre de commerce, peut-être, hein? Donc, une chambre de commerce, c'est un établissement public qui est représenté par des chefs d'entreprise. Alors, quand vous créez une entreprise, quand vous êtes commerçant, dirigeant, créez une entreprise, vous êtes donc enregistré sur un CABIS. Et donc, tous les personnes qui sont enregistrées sur un CABIS sont membres sont ressortissants, sont nos clients. Une chambre de commerce. On est là pour soutenir les commerçants, les dirigeants, les accompagner, les sensibiliser. Donc ça peut être sur de l'appui réglementaire, ça peut être sur la création de leur entreprise, quand ils portent un projet, quand ils veulent le développer, ça peut être sur des compétences différentes, par exemple l'accompagnement à la transition écologique. Ça, c'est le premier sujet, c'est vraiment accompagner nos clients. Nos clients, ce sont les entreprises. Mais nos clients, ce sont aussi les individus. Donc, dans une entreprise, il y a des chefs d'entreprise, il y a des salariés. Il y a donc des besoins de former des collaborateurs ou de recruter des collaborateurs. C'est pour ça que la Chambre a des écoles, 19 écoles. On en parlait tout à l'heure, 30 000 étudiants, formation continue, formation en alternance, apprentissage. On a aussi des écoles qui sont spécialisées dans le commerce, technologie professionnelle.
Et puis après, on a d'autres missions, c'est bien sûr tout ce qui est congrès et salons. Alors ce sont des filiales, c'est pas forcément à travers les chambres. Voilà, on est vraiment là pour donner des outils d'aide à la décision à nos commerçants et à nos chefs d'entreprise dans le cadre de la phase de création, transmission, développement de leur activité. Et puis de la réglementation. Et enfin, nos clients, ce sont aussi les territoires. Donc on a des missions de service public comme commenter les PLU, les plans locaux d'urbanisme, donc s'occuper de ça, donner un avis technique. Donc vous participez à tous les plans locaux d'urbanisme. On donne notre avis, ça fait partie de notre mission et on a des experts sur le sujet au niveau urbanisme commercial, au niveau urbanisme tout court, architecture, logement, enfin, commerce, de façon à voir la réglementation en tant que telle, qui est très compliquée, et puis aussi une projection purement technique, et ça donne aussi aux élus des outils dès la décision sur leur stratégie politique qui leur appartient bien évidemment. Voilà, on est vraiment là pour être utile, et croyez-moi, quand il y a des événements comme les impacts économiques et les dégradations qui ont eu lieu récemment, on accompagne aussi les commerçants et les entreprises dans leurs difficultés avec les différentes institutions ou impôts ou banques, etc. Alors on est là pour aider d'une part, et si on n'a pas la solution, on est là pour être relais, parce qu'on est vraiment interface, et relais, on va dire, ben voilà, vous allez avoir le renseignement ou la solution à tel et tel endroit, au niveau fiscal, au niveau social, au niveau banquier, etc. C'est un peu la gentille, donc moi je suis un peu méchant, mais souvent on nous dit, les CCI ça sert à rien. Souvent j'entends ça. Moi je me suis assigné une mission, parce que mon mandat se terminera dans 3 ans et demi, je ne veux plus croiser un chef d'entreprise dans le Val d'Oise qui me dise à quoi sert la CCI. On fait énormément de choses. Moi, ça fait 10 ans que je suis élu à la CCI. Lorsque je suis devenu président, je me suis aperçu d'un certain nombre d'opérations que l'on fait au bénéfice de nos commerçants, de nos artisans, de nos chefs d'entreprise, que moi-même j'ignorais. On fait tellement de choses, personne ne le sait. Mais je vais vous donner un exemple très précis. À Paris, alors ça ne me concerne pas vraiment, puis ça me concerne parce que c'est nos amis de Paris, c'est la région Île-de-France. Et lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé au mois de décembre avec les Gilets jaunes, je vous rappelle qu'il y a 500 commerces qui ont été fermés, détruits, cassés. Si vous avez regardé un petit peu les informations à la télévision, à la radio, vous auriez pu voir que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, présidée par notre ami Dominique Restineau, était sur le terrain tous les jours. Tous les jours, ils étaient auprès de ces commerçants et de ces artisans pour voir comment les aider à rebondir, si j'ose dire, comment réagir. À réouvrir le plus vite possible. Le plus vite possible. Et en voyant ça, s'il y a des gens qui se demandent à quoi sert la CCI, franchement, c'est dommage. Moi, je peux vous dire que vraiment, que ce soit en région Paris-Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, la Chambre de commerce et d'industrie rend énormément de services. Malheureusement, ça ne se sait pas. Moi, j'ai décidé d'ouvrir les portes de notre CCI, d'une part, c'est-à-dire que j'invite toutes les associations de chefs d'entreprise à venir à la CCI faire des réunions pour qu'on puisse leur présenter un petit peu ce que l'on fait. Nous avons aussi lancé une opération en septembre dernier à Argenteuil, on va la renouveler 3 fois cette année, d'aller sur le terrain, d'aller dans des villes du département du Val d'Oise pour présenter la CCI aux chefs d'entreprise, aux commerçants qui ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Nous avons même je pense que je vous avais dit la dernière fois que je suis venu, que nous avions développé à la CCI de Cergy une boutique connectée pour présenter les outils pour les commerçants du futur, notamment avec des solutions développées dans le Val d'Oise. Nous venons de présenter il y a 15 jours à Paris une version mobile qui a été faite à l'initiative et financée par la CCI du Val d'Oise. Cette version mobile, on va l'emmener dans les centres-villes, à Enghien et ailleurs, pour présenter aux commerçants tout ce qui existe pour leur business du futur. Et si là on me dit après à quoi sert la CCI, je me dis que là quand même, je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Alors, ce qui est important dans ce que vous avez dit tous les deux depuis quelques minutes, c'est que, ça on ne le sait pas forcément, c'est que la Chambre de commerce et d'industrie est un établissement public. Ça veut dire donc que le financement, c'est l'État, c'est ça? Alors, c'est pas l'État, c'est les entreprises à travers une taxe pour frais de chambre qui nous rémunère en quelque sorte. Et puis après, effectivement, on peut avoir des subventions en fonction d'un projet de territoire ou d'un projet d'école, de la taxe d'apprentissage, et puis aussi du chiffre d'affaires quand on a des missions complémentaires avec des chefs d'entreprise ou des commerçants. L'intérêt, c'est qu'on est porte-parole, puisqu'on est nous-mêmes des chefs d'entreprise bénévoles, entre parenthèses, et
Et donc on est capable de porter la parole puisqu'on est quand même sur le terrain et on comprend, on appréhende les difficultés des uns et des autres. Alors, dans le contexte budgétaire actuel, il m'a semblé qu'il y avait quand même une restriction budgétaire pour les chambres de commerce. Comment allez-vous faire? Une restriction énorme. Une restriction même énorme, vous dites, Pierre Buchli. Bah oui, parce qu'il est prévu dans les 4 ans qui viennent de nous diviser notre budget national par 2. C'est-à-dire d'amputer de 100 millions d'euros par an le budget des CCI, ce qui a un impact de 24 millions d'euros pour Paris-Île-de-France, et donc il va avoir un impact dans toutes nos chambres départementales. Ce qui veut dire que la taxe que les entreprises payent maintenant resterait au même niveau malgré tout? Ben ça, la taxe, vous savez, le gouvernement, la taxe, il en fait ce qu'il veut. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que les budgets pour nous, chambres de commerce, vont être diminués par 2, que c'est d'ailleurs contraire à un engagement qu'avait pris le ministre de l'économie, Monsieur le maire, qui nous avait dit fin 2017, bon, on vous a pris sur votre budget, on va s'arrêter là. Puis il est revenu avec un grand sourire nous dire, bon, ben, finalement, on ne va pas s'arrêter là, parce que vous comprenez, on a besoin d'argent, donc voilà, c'est pas grave, on va vous piquer 100 millions d'euros sur votre budget de fonctionnement tous les ans, mais vous n'avez qu'à faire des prestations à hauteur de 100 millions d'euros dans vos chambres de commerce, et comme ça vous compensez. Ce qui m'inquiète déjà, c'est que pour un ministre de l'économie, il confond 100 millions de cash avec 100 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coup de revient, quoi. Donc pour un ministre de l'économie, c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, moi je suis là pour faire du développement économique et pour défendre ma chambre de commerce, mais je trouve que les méthodes ont été quand même extrêmement brutales. Les chambres de commerce et l'industrie, on l'a dit tout à l'heure, on se demande souvent à quoi ça sert. Enfin, nos politiciens, quand ils ont besoin de nous, hein, nos députés, nos sénateurs, le président de la République, le Premier ministre qui est venu 2 fois dans le Val d'Oise il y a peu de temps, il était bien content de nous trouver pour échanger avec nous sur les heures supplémentaires défiscalisées, sur différents, sur le prélèvement à la source. Ils étaient bien là, ils étaient bien contents qu'on fasse le relais, pour qu'on explique à nos chefs d'entreprise ou à nos comptables comment faire des réunions sur la RGPD. On fait des tas de choses. Mais là, nous avons un vrai problème et une brutalité que je trouve... Nous sommes, Daniel l'a dit, nous sommes des chefs d'entreprise, nous savons gérer nos entreprises, donc nous savons gérer nos chambres de commerce et d'industrie. Si on nous dit, voilà, le budget passe de 10 millions à 8 millions, on sait faire. Enfin, il faut nous laisser un petit peu de temps. Là, on nous l'a annoncé fin 2018, effet 1er janvier 2019. Il va y avoir un impact sur le personnel. Hein. Je rappelle quand même qu'en 2016-2017, la Chambre de commerce régionale s'est séparée de 1000 collaborateurs. C'est énorme. Dans l'indifférence générale. Je veux dire, ça aurait été 170 personnes dans une fonderie au fin fond du Nord-Pas-de-Calais. Tout le monde était dans les journaux. On mettait des barrières partout, on arrêtait tout. Chambre de commerce, ça s'est passé comme une boîte à... Moi, personnellement, et là je parle vraiment à titre personnel, je défendrai les collaborateurs de la Chambre de commerce, l'industrie du Val d'Oise, mais aussi de l'Île-de-France, autant que je peux, parce qu'ils ne méritent pas ça. Nous avons des collaborateurs qui sont brillants, qui sont efficaces, qui sont dévoués, qui ne comptent pas leurs heures, et ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Donc en fait, effectivement, on n'a pas parlé, personne n'a parlé des 1000 emplois supprimés fin de l'année dans les chambres de commerce de France. C'était en 2017. Là, aujourd'hui, on est en train de retravailler avec les équipes de la Chambre, justement, sur un redéploiement, sur comment on va fonctionner avec ces coupes sombres de budget. Il est clair qu'il y a un certain nombre de choses que nous faisions gratuitement jusqu'à présent, que nous allons être obligés de facturer. Il est clair aussi qu'il y a un certain nombre de missions que nous allons être obligés d'abandonner. Il est clair aussi qu'on va peut-être être obligé d'aller trouver de nouvelles missions qui vont nous permettre de fonctionner. Est-ce que vous avez déjà des pistes? On va faire plus d'appui collectif que de l'appui individuel déjà. C'est dommage parce qu'on a besoin d'être proche du terrain, on a besoin d'être proche de nos ressortissants, de nos commerçants, de nos dirigeants, ne serait-ce que pour faire remonter les difficultés, y compris au gouvernement. Le gouvernement, quand il y a des mises en place de politiques publiques, est content quand même de venir nous chercher pour qu'il y ait une explication de texte, pour qu'il puisse y avoir un rassemblement de chefs d'entreprise. C'est cette proximité qui nous permet de les convaincre d'écouter et puis de se rassembler. On s'occupait beaucoup de réseaux d'entreprises. On va évidemment, grâce à la digitalisation, au numérique, on va mettre des outils encore plus qu'autrefois numérique pour aider nos chefs d'entreprise, mais quand même le contact sur le terrain est important et on voit bien que le contact humain reste le contact humain. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des besoins de lieux d'échange. Les chefs d'entreprise aussi, ils ont la tête dans le guidon. Nous, en Seine-Saint-Denis, vous avez 120 000 entreprises, il y en a 113 000 qui ont moins de 10 salariés et 80 000 qui ont moins de
un salarié. Donc c'est vraiment la particularité Donc du 93, c'est la TPE. Non, je crois globalement en Ile-de-France, voilà, aussi. nos clients, si je puis dire, nos chefs d'entreprise, nos commerçants, c'est des petites entreprises, des petites PME, TPE, et c'est justement là où il y a du potentiel pour générer des emplois, c'est là où il y a du potentiel pour écouter les problèmes. Donc on va être obligé de faire avec. Quelque part, c'est regrettable, et surtout, je voudrais dire, c'est que c'est pas pour autant que la dépense publique va baisser, puisque ce n'est pas le même budget. Je pense que ce que dit Daniel est important, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur ce qui s'est passé à Paris au mois de décembre. Aujourd'hui, une TPE, une PME, un artisan, une entreprise d'1, 2, 3, 4 salariés, elle a un souci, elle a un projet, elle a un questionnement, elle s'adresse à qui? Le seul qui lui donne des conseils gratuits, c'est la CCI, jusqu'à présent. Demain, on ne pourra plus le faire puisque nous n'avons plus les moyens. On va le digitaliser. Moi, je ne suis pas sûr que tous les artisans, que tous les dirigeants de TPE soient capables ou prennent le temps d'aller sur Internet, poser des questions, etc. Il y en a quelques-uns aussi qui ne maîtrisent pas forcément très bien la langue française. Aujourd'hui, ils venaient à la CCI, on trouvait une solution, on leur répondait. Demain, on va faire comment? C'est bien beau. Est-ce qu'on sait à peu près la part justement des chefs d'entreprise qui, comme vous dites, ne parlent pas bien la langue française? Non, vous avez fait des études? Non, on n'a pas d'études là-dessus. Enfin, je crois pas. Mais en tout cas, dans la loi de Seine-Saint-Denis, on sait mais ce qu'on peut dire, nous, au niveau du centre de formalité des entreprises, qui va être, je le répète, dématérialisé, puisqu'il y a un guichet unique et il y a tout numérique. En général, on a un dossier sur 2 qui est incomplet. Et donc, le greffe, d'ailleurs, était très content qu'on puisse préparer les dossiers. Il y a l'enregistrement de tout ça. Oui, ça c'est une mission très importante des chambres de commerce, il faut le dire. Les statuts sont conformes ou pas. Tout ça c'est fini, ça va se faire par Internet. Voilà, donc là, à partir de cette année, on ne pourra plus venir en chambre de commerce. Mais voilà, il y avait 2021. L'État se rend compte que déjà l'outil informatique est peut-être pas prêt de leur côté. Donc du coup, alors on est obligé d'expliquer à des gens qu'on va les licencier, puisque ces CFE-là, c'était des personnes qui étaient compétentes sur le sujet, qui étaient capables de désosser le dossier, de le reformaliser, éventuellement de dire attention, d'être retoqué, etc. C'était des conseils qui étaient gratuits ou payants. Et tout ça, ça va être supprimé. Et nous, en Seine-Saint-Denis, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup de minutes. C'est pas 5 minutes, cette formalité, c'est au moins 40 minutes. Par rapport aussi à la nature des créateurs d'emplois qui viennent là, qui sont des demandeurs d'emploi la plupart du temps. Parce que quand on crée des entreprises en Seine-Saint-Denis, il y a la moitié qui créent leur entreprise pour leur propre emploi. Et donc là, je ne sais pas comment Internet va réagir face à ces dossiers qui vont être incomplets. Donc, ce que vous venez de nous apprendre, Danielle Dubrac, et vous qui êtes présidente de la Chambre de commerce de la Seine-Saint-Denis, c'est que d'ici 1 an à peu près, vous pensez que toutes les CCE, les CFE, je veux dire les centres de formalité des entreprises au sein des CCI de France, vont devoir fermer par directive du gouvernement pour pouvoir mettre en place cette plateforme, enfin remplacée par une plateforme. Fermer, mais on va réduire nos effectifs, fatalement. Voilà. Mais bon, on verra bien comment ça se débrouille. Mais nous, on attire le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, sur un certain nombre de difficultés à venir. C'était pareil aussi sur l'enregistrement des contrats d'apprentissage, sur la collecte de la taxe d'apprentissage. Il y a des changements qui ont été faits, on ne rentre pas là-dedans, mais on a quand même le côté pratique. Et surtout, on avait des experts sur le sujet, qui étaient capables de renseigner, de sensibiliser, d'accompagner. Et on est en train de perdre ce savoir-faire. Et justement, le gouvernement, peut-être aujourd'hui, face aux événements, regrette un peu cet aspect de proximité. Il y a quand même des revendications qui se font maintenant en direct, indépendamment des corps intermédiaires que nous sommes, ou peut-être des syndicats, etc. Et là, je pense qu'on est en train de casser des choses qui étaient utiles pour la compréhension des uns et des autres. Alors, on en revient justement aux événements du coup des Gilets jaunes. Finalement, il y a des concertations et des débats qui s'engagent dans plusieurs villes. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, bien sûr, donc citoyen même, j'allais dire, mais en même temps avec votre drapeau de président de CCI, est-ce que vous allez y participer dans les villes où vous habitez, par exemple, s'il y a des débats? Alors, on a déjà pas mal de travail quand on est chef d'entreprise et président d'une chambre, mais nous avons décidé, effectivement, d'organiser des débats. Voilà, parce que vous avez à la fois le questionnaire en ligne, vous avez le cahier de doléances, et puis vous avez les débats. Donc, au niveau de la Seine-Saint-Denis, on a décidé de faire un débat avec des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas forcément des gilets jaunes, mais c'était des gens qui avaient des problèmes économiques avant les événements, qui en ont encore plus
après les événements, qui ont peut-être des choses à dire sur les taxes, sur les impôts, sur la fiscalité. On va quand même s'orienter sur tout ce qui est fiscalité, peut-être aussi formation, on va voir. Donc vous allez faire Avec remonter des questions ensuite. ouvertes sur la base des éléments de diagnostic que nous avons fait à travers différents rapports, puisque c'est une mission dont on n'a pas parlé, mais les chambres de commerce rendent des rapports, soit en amont, soit en réaction de loi. Souvent, le gouvernement nous demande, on va projeter telle ou telle loi, qu'est-ce que vous en pensez? Ou même l'Europe nous pose des questions, donc on est capable de donner des positions sur des sujets à caractère économique. Et donc, du coup, face à nos avis, nous allons inviter des chefs d'entreprise à travers les clubs d'entreprise, mais aussi à travers les mouvements patronaux, CPME, MEDEF, Chambre des métiers. Nous allons organiser des débats pour voir ce qu'ils pensent de la taxe carburant, comment est-ce que la fiscalité pourrait être améliorée, etc., etc. Ce sont des questions un peu semi-ouvertes et fermées, mais on est bien obligé quand même d'encadrer le débat pour pouvoir être utile et avoir après un cahier de doléances numérique à donner au gouvernement. Pierre Cuchelet. Nous, dans le Val d'Oise, à la CCI 95, nous n'organiserons pas de débat. Simplement, si les organisateurs de débats... Moi, je considère que c'est le travail, effectivement, des organisations syndicales patronales, CPME, MEDEF, d'organiser de tels débats, s'ils le souhaitent. En tout cas, la CCI, je ne suis pas sûr que ce soit notre mission, en tout cas ici dans le Val d'Oise. Par contre, moi, j'ai fait savoir à toutes les personnes intéressées que si elles organisaient des débats et qu'elles avaient besoin d'entendre la voix de l'entreprise, moi, à titre personnel, je suis disponible. Je pense participer début février à un débat qui aura lieu à Osny ou à Cergy à l'initiative du député Taché, où j'irai volontiers échanger avec des gilets jaunes, des foulards rouges et je ne sais quoi d'autre. Le débat est ouvert à tout le monde. Ça n'est pas une opération uniquement gilets jaunes. J'irai défendre la voix des entreprises dans les débats où on m'invitera. Mais par contre, je ne souhaite pas que l'on les organise à la CCI du Val d'Oise. Merci beaucoup à tous les deux pour ces commentaires. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale. Et puis, on revient avec vous, Daniel Dubrac et Pierre Cuchelet, dans quelques minutes. Qu'est-ce que c'est, là, Philippe ? Il n'entend pas. Non, avec le casque, il n'entend rien. Qu'est-ce que c'est comme musique? C'est toujours l'hommage à Michel Legrand? Ouais. D'accord. Donc, et Morane. Et comment ça s'appelle, ce titre, s'il vous plaît? Je ne pourrais pas vivre. Il n'y a pas le reste du... Je ne pourrais pas vivre sans toi, c'est... Franchement. Heureusement que les micros sont coupés. Là. Comment? Heureusement que les micros sont coupés, là. Ouais. Mon chef Philippe n'est pas là. Ouais. Bah oui. C'est jaloux. Ça va, Daniel? Très bien. Ça va? Je crois qu'il pleurait. Alors, est-ce qu'il... Je vais pleurer, j'ai peur sur le sort Je ne pourrais pas vivre sans toi, je crois qu'il pleurait. On a plombé là. Pas du tout. On a plombé l'ambiance. Vous avez eu peur? Non, il m'en faut plus. Est-ce que vous voulez, alors, au niveau des missions plus particulières du 93 par rapport au 95 ou de la particularité économique, moi, on m'a indiqué que c'était peut-être le nombre de disparitions d'entreprises, la différence. Plus importante peut-être dans le 93 ? Peut-être, oui. Peut-être. On en est à quel taux? Vous avez le taux? De défaillance, Oui. je sais qu'il y a un solde entre la création et la défaillance. On est le 3e département de créateurs d'entreprises, mais en défaillance, je ne sais pas si j'ai le taux. Vous avez quelques chiffres avec vous aujourd'hui ou pas? J'ai quelques chiffres. Oui. C'est quoi les chiffres? Quelques chiffres. J'ai 19 000 entreprises créées chaque année. Bah, voilà, on peut peut-être faire le bilan donc, du nombre d'entreprises créées. D'accord? Mais le solde est positif. Donc c'est ça qu'il faut retenir. D'accord. Donc l'année dernière, 19 000 entreprises créées. Et en gros, c'est cette Pierre, J'ai pas le chiffre. on ne sait pas pour le Val d'Oise. D'accord. Moi, je peux donner le chiffre des procédures collectives et des liquidations, D'accord. parce que c'est dans le Parisien ce matin, mais elle ne m'a pas donné les Val d'Oise, tu as 12 000. 12 000 créations d'entreprises. 12 000 en 2017, entre janvier et décembre 2017. Ah, mais c'est pas 2018, ça? Non, mais nous, 2018, on n'a pas complètement les chiffres. Ah, c'est pas encore, c'est trop tôt. De 22 000. Ah, mais là, moi, je ne les ai pas 2018.
fois D'accord. 18 000. En Non, 2000, 13 000, 13 000, pardon. donc grosso modo 10% de hausse. 8%. 8% de hausse, on va dire 8% de hausse. D'accord. Alors après, j'aimerais bien aussi vous entendre sur la défiscalisation, et puis vous en avez légèrement parlé pendant les infos, et puis la mise en place du prélèvement à la source. Ça serait bien que vous nous disiez ce que les chefs d'entreprise en pensent. Avec plaisir. Et puis peut-être quand même me dire vos objectifs, vos besoins peut-être aussi. Qu'est-ce que vous pensez Des sous, on a besoin de sous. de sous? Ça, tout le monde a besoin de sous. On y retourne. Après, sinon, quels sont les sujets? Attends. Tant pis, il est parti. Attention. Voilà, c'était donc toujours dans notre hommage à Michel Legrand, cette fois-ci avec Morane, pour ce titre « Je ne pourrai jamais vivre sans toi » au bar de l'économie. Et je suis toujours en compagnie, bien sûr, de Danielle Dubrac, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis, et de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Nous étions en train de parler un petit peu du bilan des CCI alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau donc des entreprises, de la création ou des défaillances éventuelles des entreprises? Danielle Dubrac, vous avez un petit bilan? Il y a des défaillances parce que quand une entreprise se crée, il faut déjà que le modèle économique soit viable. Et puis, si elle n'est pas accompagnée dans les 3 ans, elle va mourir. D'où l'intérêt d'ailleurs des chambres de commerce qui sont capables d'accompagner, y compris en les formant, en les fédérant en club d'entreprise. C'est-à-dire que même quand un projet ne vous semble pas viable, vous leur dites aux chefs d'entreprise? On leur dit, oui, on a des informations et des semaines pour entreprendre. On essaie d'expliquer à l'entreprise le statut qui conviendrait le mieux à son projet, éventuellement regarder la zone de chalandise du projet. Oui, puis on leur dit si le projet n'est pas bon ou pas. On est là pour les conseiller, et c'est des conseils qui sont gratuits. Ils peuvent venir tous les jours dans les chambres de commerce, que ce soit du Val d'Oise ou de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est un département qui est très dynamique en matière de création d'entreprises. On est le 3e département après Paris et les Hauts-de-Seine, à peu près 22 000 entreprises par an. C'est un chiffre 20 000, 22 000 là, depuis quelques années qui se profile. Évidemment, il y a aussi un nombre de défaillances d'entreprises très élevé. Mais le solde est positif. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir, effectivement. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que les créateurs d'entreprises sont des micro-entreprises. À peu près la moitié des entreprises créées sont des micro-entreprises, et c'est souvent des demandeurs d'emploi. Des gens qui étaient au RSA ou pas, d'où d'ailleurs on a une convention avec le département pour accompagner les créateurs d'entreprises qui sont au RSA, parce que c'est un accompagnement un peu plus renforcé, un peu plus technique, un peu plus expert, pour justement les aider à passer le cap des 3 ans. Voilà, donc la particularité de la Seine-Saint-Denis, très dynamique, beaucoup de gens créent leur propre emploi, voilà, c'est ça que vous venez de nous dire à ce micro. C'est dans la construction, c'est dans le VTC aussi, beaucoup, c'est une particularité du département, les VTC. Donc chauffeur de type Uber, voilà, voiture. Chauffeur indépendant. Beaucoup de chauffeurs indépendants. Qui est très très dynamique, et puis on a quand même la chance d'avoir le Grand Paris Express. On a la chance d'avoir la perspective des JO, et donc tout ça, ça amène du travail. Donc pour vous, le Grand Paris Express, on y revient, c'est indispensable, comme on le disait en introduction. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, plus de 60 000 actuellement, et puis au niveau des offres qui sont effectivement servies, pourvues, on a toujours un déficit, c'est-à-dire qu'on a toujours des offres d'emploi qui sont non pourvues. Voilà, à peu près 10 000 sur les 60 000. Alors justement, un autre projet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce que je n'ai pas d'informations plus que ce que j'ai dit dans les mois précédents, c'est Europa City. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau de la CCI? Écoutez, nous, on a donné des éléments de langage qui sont positifs en termes d'investissement. Tout ce qui concourt à l'investissement et à de l'activité est utile. Après, il faut faire attention à l'environnement. L'environnement, je ne parle pas de l'environnement écologique, je parle de l'environnement économique et différents centres commerciaux ou petits commerces qui sont installés dans les différentes villes alentours. Évidemment, ça se passe plus dans le Val d'Oise, donc je laisserai peut-être mon ami Pierre en parler. Mais tout ce qui concourt à une implantation d'une activité qui va apporter en termes d'exploitation, il y a à la fois la phase de construction, donc les investissements, et puis après, il y a l'exploitation. Donc, finalement, vous dites... On a un taux de chômage, c'est ça qui est terrible, c'est un département très dynamique, mais on a un taux de chômage qui est absolument élevé,
qui est préoccupant, à plus de 12%, et je ne vous parle pas des quartiers politiques de la ville et des jeunes où ça atteint des fois plus de 20%. Et donc tout ce qui va apporter un emploi, CDI, mais même aussi précaire, hein, si par exemple les gens ont un travail pendant un mois des Jeux Olympiques sur un CV, je pense que c'est bien. Bon, c'est peut-être pas assez mon opinion personnelle. Même des CDD. Voilà, moi je pense que c'est bien d'avoir un emploi parce que c'est un tremplin vers quelque chose d'autre et puis quelque chose sur un CV. Voilà, donc tout ce qui attire des investissements avec des retombées économiques, on est pour. Mais après, attention à ne pas fragiliser le tissu urbain et économique environnemental. On va poser les mêmes questions à Pierre Cuchely. Je rappelle quand même qu'Europa City, je vais démarrer par Europa City, je vous donnerai quand même les chiffres du Val d'Oise après, bien sûr, que ça vous intéresse. Europa City, c'est 3 milliards d'euros d'investissement, pas 1 euro d'argent public. Ce sont 10 000 emplois directs créés, 50 000 emplois indirects. Dans un quartier qui est sinistré aujourd'hui, dans un coin qui est sinistré, avec autour des villes où les taux de chômage atteignent dans certains quartiers 25%. Donc je veux dire, quand on est un ardent défenseur du développement économique, on ne peut pas être contre ce projet. Je comprends qu'à côté de ça, il y ait d'autres questions qui se posent. Nous, on raisonne en termes de développement économique, on est forcément pour Europa City. Le Val d'Oise, il y a 48 000 entreprises au registre du commerce, 13 000 créations environ, je n'ai pas le chiffre exact, 13 000 créations d'entreprises en 2018, ce qui fait une hausse d'à peu près 8-9% par rapport à 2017. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, j'ai été lundi à la rentrée solennelle du tribunal de commerce. Gérard Maury, président du tribunal de commerce de Pontoise. Alors, procédure ouverte à l'encontre d'entreprises 933 en 2018 par rapport à 845 en 2017, ce qui fait 10%, ce qui est énorme. Et en termes de liquidation, la procédure ouverte pour une entreprise, on la met quelque part sous contrôle, ensuite elle peut soit rebondir, soit être liquidée. Les liquidations, c'est 782 liquidations en 2018 par rapport à 711 en 2017, ce qui, là aussi, fait 10%. Et je voudrais dire, ça c'est le Val d'Oise, qui est un département avec un certain nombre de handicaps, mais où il y a quand même un certain dynamisme, où il y a quand même un point unique. Vraiment, je sens, je ne sais pas comment ça se passe en 93, mais on a vraiment dans 95 un climat où tous les acteurs économiques travaillent ensemble, main dans la main, le CEO, la CPME, le MEDEF, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, même la Chambre d'agriculture. On travaille tous ensemble, main dans la main, avec un seul truc, c'est développons l'économie de notre département, aidons les créateurs d'entreprises, etc. Le contexte est quand même inquiétant, hein, ce qui se passe là, c'est inquiétant. L'effet gilet jaune pour l'économie en Ile-de-France. Là, on a eu des chiffres de chômage il y a 2 jours qui étaient très bons. Je pense qu'il ne faut pas sortir le champagne trop tôt, parce qu'à mon avis, avec ce qui s'est passé là, les 500 commerces dont j'ai parlé dans Paris, les incidents qu'il y a eu partout en Ile-de-France, même si nous, le Val d'Oise, on a été relativement peu impactés, on va le sentir. Mais on sait déjà, le sentir à un moment donné, hein. On connaît déjà l'impact des gilets jaunes, puisque il a été dit que la croissance était donc à 0, c'est-à-dire que c'est comme si Noël n'avait pas eu lieu, voilà. Comme si les dépenses c'est comme si la consommation des ménages n'avait pas dépensé plus pour Noël. Donc c'est quand même très grave. J'avais annoncé les chiffres il y a quelques semaines, mais là je les ai pas avec moi aujourd'hui. Je suis désolée. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur le département? Peut-être on va commencer par le 93. Est-ce qu'il y a des rendez-vous prochainement là, peut-être, ou de l'actualité à signaler? Écoutez, déjà notre débat. Notre contribution au débat public. Alors, c'est quand? C'est le 20 février, de 17h à 19h. Voilà, donc si vous voulez participer, allez à la CCI de Seine-Saint-Denis le 20 février. Notre profil, c'est plutôt les chefs d'entreprise et les commerçants. Je pense qu'ils auront des choses à dire. Voilà, et puis après, on attend les Jeux Olympiques, hein, avec une convention qu'on a signée avec Solidéo. Solidéo, c'est l'aménageur des différents équipements permanents qui vont exister en Seine-Saint-Denis, comme village des médias, village olympique pour accueillir les athlètes, et puis la piscine olympique. Et donc tout ça, on attend beaucoup de cette phase de conception et de réalisation, avec 25% des marchés qui sont dans la charte Solidéo attribués aux TPE-PME, et les 10% de clauses sociales qui peuvent bénéficier aux demandeurs d'emploi ou aux alternants de notre territoire. Je pense que c'est important parce que si le train passe et que la Seine-Saint-Denis n'en profite pas,
je ne sais pas ce que ça va donner au niveau cohésion sociale. Le train passe pour le Val d'Oise, il ne se passera rien dans le Val d'Oise parce que malheureusement, sauf à ce qu'un jour Paris organise les Jeux Olympiques d'hiver et qu'on puisse inclure l'Arena et sa Cergy dans les installations olympiques. Nous, malheureusement, dans le Val d'Oise, nous n'avons pas d'événement lié aux Jeux Olympiques 2024. International. Ceci étant, nous sommes bien entendu très, heureux que les Jeux Olympiques aient lieu à Paris et on espère quand même qu'il y a un impact sur notre beau département. Nous y travaillons d'ailleurs avec le conseil départemental et le comité d'expansion économique pour essayer de préparer un certain nombre d'infrastructures, notamment pour accueillir éventuellement des délégations, etc. Donc on va essayer d'en profiter un petit peu. Malheureusement, on est encore un petit peu les oubliés, sauf à ce qu'un jour on fasse les Jeux Olympiques d'hiver, ce ne serait pas une mauvaise idée. Il faut juste penser à construire des montagnes. Mais toutes les entreprises d'Île-de-France et puis nationales, évidemment, sont concernées par tous ces marchés. Je rappelle qu'il y a aussi le COJO, c'est très important. Le COJO, c'est celui qui organise les Jeux Olympiques en tant que tel. Et donc là, il peut y avoir des marchés de fourniture de lits, de restauration, etc., de construction de... Donc ça devrait aider à la... Donc l'allotissement au des développement marchés est économique. très important. Et alors la Chambre de commerce, pour tous les chefs d'entreprise franciliens, a mis en place une plateforme numérique qui s'appelle CCI Business, sur laquelle les opportunités de marché seront mises en ligne. Et cette inscription, tout chef d'entreprise, tout commerçant peut s'y inscrire gratuitement, reformaliser ça, c'est très important. ses compétences. Nous, on est là pour fédérer les acteurs économiques de nos départements, pour qu'on puisse connaître les compétences de toutes les entreprises, de tous les commerçants du département. Et puis ensuite, de faire le lien avec le COJO, Grand Paris Express aussi, bien sûr, le Terminal 4 qu'on a évoqué, Roissy, et les Jeux Olympiques, de façon à dire à toutes ces entités qui sont des donneurs d'ordre, n'allez pas chercher des entreprises en Pologne ou en Roumanie, même si j'aime bien les Polonais et les Roumains, venez les chercher dans notre territoire. Alors, on va rappeler le nom de cette plateforme. Nous en avons besoin, c'est extrêmement important. On a besoin des retombées économiques, bien sûr. Et puis après, on aura les retombées touristiques. Donc, on va rappeler le nom de cette plateforme, Daniel Dubrac, si vous voulez bien. À chaque fois, je l'écorche. Elle s'appelle CCI Business Grand Paris, mais j'aimerais bien l'appeler aussi CCI JO, CCI Roissy, etc. Retenons CCI Business. CCI Business Grand Paris. Il faut s'inscrire. Voilà. Et on peut aider les entreprises à formaliser leur CV, entre guillemets, leurs compétences, mais aussi à répondre aux appels d'offres. Et si elles ne se sentent pas capables d'y aller toutes seules, on est capable aussi de les mettre en groupement d'entreprises. Et c'est un petit peu connaître les uns et les autres, savoir s'apprécier pour pouvoir après aller à un appel d'offres collectif. C'est extrêmement important. C'est là où on est utile. Voilà. Chambre de commerce. Et puis pour le Val d'Oise, par contre, Pierre Cuchely. Moi, je voudrais terminer. Alors, j'ai parlé il y a 2 minutes de l'Arena et sa Cergy, et j'ai parlé en début d'émission de mon ami Michel Lefebvre qui nous a quittés. Michel Lefebvre, il y avait un événement qu'il aimait beaucoup. C'est le salon Effervescence qui aura lieu le 26 mars prochain, justement à l'Arena et sa Cergy. Le salon Effervescence, c'est le salon du Made in 95. C'est un événement qui a été créé il y a 7 ans à Argenteuil, où on était 33. Là, nous espérons 250 exposants, plusieurs visiteurs. C'est le salon où toutes les entreprises, petites, grosses, moyennes, TPE, toutes les entreprises du Val d'Oise doivent absolument venir. J'espère aussi avoir des visiteurs des CCI voisines, même de Seine-Saint-Denis. Et j'encourage vraiment tout le monde à venir voir ce salon, qui est un salon unique, avec une atmosphère unique. Il n'y a pas de stand, les gens sont debout, avec un manche debout. On n'est pas là pour se raconter. On en reparlera dans notre émission du 8 février. Justement, ils viennent nous voir, les organisateurs du salon Effervescence. Si j'en parle pas, Daniel Dubrac. Nous avons une mission formation à la Chambre et nous avons les portes ouvertes de nos écoles, le 2 février aussi. Bon, il y a des écoles. Hein. Gessia n'est pas très loin de votre studio. Voilà, il y a beaucoup d'écoles qui sont là pour faire connaître aux parents et aux élèves des différentes formations qui sont utiles parce que les taux d'insertion et de réussite aux examens sont absolument exemplaires. Et puis là, il faut rappeler que la plateforme Parcoursup venant d'ouvrir, c'est important que les étudiants aillent rencontrer toutes ces écoles. Bien entendu ce que dit Daniel, la journée porte ouverte du 2 février, c'est pour toutes les écoles de la CCI dans toute l'Île-de-France, donc en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise, mais aussi partout en Île-de-France. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là avec nous aujourd'hui et d'avoir bravé la neige. Tout de suite, on va rejoindre Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales, pour sa rubrique
Comprendre le monde. Il reçoit aujourd'hui Bertrand Badi pour sa réflexion sur la puissance à l'occasion de la sortie de son livre « Quand le Sud réinvente le monde », un essai sur la faiblesse aux éditions de la Découverte. Car je vous rappelle que Bertrand Badi est un politiste français spécialisé des relations internationales. Il est aussi professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationale. Donc une puissance, c'est la faiblesse. Tout le monde le connaît, et qui vient de publier « Quand le Sud réinvente le monde », essai sur la puissance de la faiblesse aux éditions La Découverte. Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Vous continuez finalement inlassablement votre réflexion sur la puissance, et cette fois-ci, bien vous prenez un peu le point de vue inverse. Ce n'est pas du Nord que vient la réflexion sur la puissance, mais selon vous du Sud. Voilà, c'est-à-dire que dans ma carrière académique de relations internationales, j'ai toujours été frappé par le fait qu'on regardait les relations internationales à partir du Nord, c'est-à-dire à partir de la science politique des relations internationales et des analyses de relations internationales forgées au Nord, à partir du droit international forgé au Nord, à partir des grandes délibérations qui rassemblent essentiellement les puissances du Nord. Et j'ai fait le pari cette fois-ci de regarder le monde, j'allais dire à l'envers, c'est-à-dire à l'envers du conformisme, et si on se mettait pour une fois au Sud pour regarder le Nord à partir du Sud. Et à partir de là, on gagne très vite un sentiment de relativité des concepts considérés comme absolus et intangibles, forgés dans notre propre histoire scientifique. Et surtout, on s'aperçoit que le Sud n'est pas cette marge, cette périphérie, ce tiers-monde, comme on disait autrefois, mais qu'il occupe pour bien des raisons démographiques, économique, sociale surtout, une place centrale dans le système international. Les enjeux internationaux sont de plus en plus produits par le Sud et non par le Nord. Le champ de bataille du monde s'est déplacé du Nord vers le Sud. Et les principaux événements fondateurs de nos relations internationales, de ce qu'on trouve dans la quotidienneté de la presse, viennent du Sud. Regardez les pages internationales des journaux, vous verrez à quel point le Sud intervient et est majoritaire. Alors, ça m'a donné une double idée, une double intuition, à savoir, dans ce désordre, dans cette douleur, cette souffrance, parce que la souffrance est bien au Sud, il y a une recomposition lente et sourde des relations internationales, j'aimerais dire même lente, sourde et aveugle, parce qu'on ne veut pas la voir. C'est-à-dire que le système international est en train de changer à partir du Sud. Le Sud, tous les paramètres que je viens d'énoncer donnent au système international une configuration qui n'est pas du tout celle qui apparaît dans le discours des princes du Nord, ni des analystes venus du monde ancien. Et d'autre part, je me suis dit, mais probablement, si on veut comprendre les dynamiques qui nous affectent, et notamment la violence et les formes nouvelles de violence qui nous menacent, il faut partir du Sud. Alors, comment définirez-vous le Sud? Est-ce qu'on peut parler d'un Sud ou est-ce que le Sud est pluriel? Alors ça, c'était mon pari. D'ailleurs, je me suis dit, je vais probablement me faire assassiner lorsque je parlerai du Sud au singulier, qui va apparaître comme une très grande naïveté. Alors je ne sais pas si c'est une naïveté, mais en tout cas, c'est un choix pensé et réfléchi qui part de l'idée que finalement, il y a une séquence de notre histoire internationale qui a unifié ce Sud et qui n'est pas du tout estompée. Alors qu'est-ce que c'est cette séquence? Il faut revenir un peu à l'histoire, et je dirais aux fondamentaux de l'histoire. Le premier système international a été créé à l'initiative exclusive des vieilles puissances. C'est ce qu'on appelle le système westphalien, qui recouvrait l'Europe, et l'Europe seule bien longtemps, puisque l'Amérique voulait rester en dehors dans le contexte de la doctrine Monroe, puis qui ensuite a accueilli peu à peu l'Amérique, et surtout l'Amérique du Nord, de manière assez fusionnelle. Tout le reste était extérieur. Jusqu'à ce que, peu à peu, et ça c'est tout le travail du 19e siècle, le Sud se révèle
d'aucuns diraient se réveille, mais surtout se révèle. Découverte et je dirais interaction croissante avec l'Asie orientale et en particulier avec la Chine, découverte de l'Afrique qui était une marche presque inconnue et presque inviolée dans les siècles qui précédaient. Et il y a eu à ce moment-là un basculement auquel on n'a pas été assez attentif. Finalement, ce monde aurait pu peu à peu s'intégrer au système westphalien et créer un système international dès le 19e siècle. Toutes les composantes étaient là. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu une crispation des vieilles puissances qui ont installé ces nouveaux mondes dans une échelle d'infériorité, dans une échelle hiérarchique du monde, et qui a fait que tout ce monde extra-européen s'est unifié dans le statut de dominé. Et ça, c'est une vraie séquence de notre histoire et une séquence vraiment unificatrice, qui fait que même aujourd'hui, par exemple, les responsables chinois aiment dire aux Africains, bah écoutez, on a connu le même destin, on a été victime des mêmes phénomènes de domination. Mais ceci est révolu parce que maintenant dans ce Sud-ci, effectivement, les Chinois comme les Africains ont pâti d'ingérence, d'interférences européennes. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas de la même façon. Et est-ce que l'on peut mettre dans le même sac, dans le même ensemble, la Chine, Haïti, le Venezuela, le Brésil aujourd'hui en difficulté? Est-ce que ce Sud que vous définissez a une signification maintenant qu'il n'est plus uni dans la domination du Nord? Alors justement, les choses auraient pu se passer comme vous les décriviez. C'est-à-dire, effectivement, cette inégalité croissante et plus qu'évidente entre les différents Suds. Ça ne s'est pas fait ainsi pour deux raisons. Une raison qui est mineure, mais qui existe quand même, qui est une volonté stratégique des émergents de ne pas se couper totalement des autres. Et notamment, la Chine aime se présenter comme un pays en développement, ce qui peut paraître bizarre et étrange, mais on voit bien qu'il y a une stratégie derrière ça. C'est une volonté de maintenir quelque chose de commun. La même volonté se retrouvait dans la posture d'un Lula quand il présidait le Brésil et qu'il cherchait à développer la coopération sud-sud. On le retrouve à travers la stratégie des BRICS qui s'ouvre vers les pays les moins développés. Donc tout ceci est probablement stratégique. Dans le début de cette stratégie, c'est Zhou Enlai qui veut absolument venir à Bandung et s'inscrire dans l'afro-asiatisme. Mais la raison principale, et c'est peut-être là l'objet principal de mon livre, c'est en quelque sorte la cécité constante, intergénérationnelle des responsables des vieilles puissances qui ont continué mécaniquement à exclure de la délibération internationale tout ce qui n'était pas de leur vieux club. Alors, avec le P5, les 5 permanents du Conseil de sécurité, il y a une petite exception, puisqu'il y a la Chine. Mais la Chine est terriblement marginalisée dans le fonctionnement du Conseil de sécurité, même à l'intérieur du club des permanents. Mais tout le reste, regardez, le G7 qui rebondit face à un G20 qui devait en quelque sorte peu à peu le marginaliser et l'asphyxier. Les groupes de contact qui se constituent dès qu'il y a un conflit quelque part. La manière dont on pense les questions conflictuelles. Regardez lorsque Davutoglu, le ministre turc de Erdogan, et Celso Amorim, le ministre brésilien de Lula, avaient voulu proposer un accord de paix sur le conflit à propos du nucléaire iranien, comment ils ont été éjectés comme ce mélange d'affaires qui ne sont pas les leurs. Donc le système international sur lequel je travaille, c'est celui-là, c'est-à-dire un système international où les vieilles puissances veulent à tout prix reproduire leur domination d'antan, ce qui contribue paradoxalement à leur malheur, parce que ça fédère un Sud qui, effectivement, objectivement, n'a plus aucune raison d'être unifié, homogénéisé et surtout désigné au singulier. En agissant ainsi, les pays du Nord n'accélèrent-ils pas le déclin qu'ils craignent, en niant une réalité qui pourtant paraît évidente aux yeux d'observateurs, c'est que le monde occidental a perdu le monopole de la puissance, et pourtant, par bien des égards, Trump étant peut-être un exemple caricatural, mais peut-être pas tout à fait coupé du reste, entend toujours donner le ton et le là aux décisions qui régissent le monde. C'est absolument cela, et je continuerai dans cette logique en disant que, en fait, le fond du problème, c'est que les vieilles puissances n'ont jamais
compris ce qu'était cette mondialisation qu'ils avaient pourtant suscité. La mondialisation, dans sa définition restrictive, c'est-à-dire celle qui commence dans les années 70-80, celle qui se caractérise par la généralisation de la communication, par l'interdépendance forte entre tout le monde, c'est-à-dire le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, etc. Cette mondialisation, elle a quand même été au départ fabriquée par les puissances occidentales et surtout les États-Unis, et maintenant les Occidentaux, et en particulier les États-Unis de M. Trump, en ont peur. Et cette peur de la mondialisation, elle se manifeste notamment par ces poussées populistes tout à fait spectaculaires, par ce retour de l'identitarisme, par ces stratégies de fermeture par rapport à l'autre, mais elle laisse paradoxalement aux autres qui viennent du Sud, sinon le monopole, du moins la part belle de la mondialisation. Alors le champion de toutes les théories, c'est la Chine, pour qui la mondialisation est une autoroute d'affirmation, et quand je dis autoroute, on pourrait dire route de la soie, one road, one belt, c'est-à-dire effectivement ces puissances qui n'étaient rien, qui étaient justement dans le camp des dominés, qui était le pays du sac du palais d'été, il ne faut quand même pas l'oublier, ces puissances qui maintenant font de la mondialisation un véritable tremplin pour gagner, alors je ne dirais pas une puissance nouvelle, mais je dirais un statut nouveau. C'est là toute l'ambiguïté de la situation actuelle, mais ce qui est vrai de la Chine de manière plus qu'évidente, l'est aussi de la plupart des émergents, avec leurs difficultés, l'Inde, le Brésil, la Turquie, l'Indonésie. Alors justement, quand on voit des pays comme la Turquie, le Brésil, qui avaient le vent en poupe, mais qui sont maintenant en panne, voire en récession, est-ce que vous pensez que cette panne brésilienne, cette panne turque, qui n'ont pas les mêmes raisons, est-ce que c'est un épisode court ou est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est un mauvais moment à passer pour ces pays dont la dynamique reprendra nécessairement, ou est-ce qu'ils sont arrivés au bout de leur croissance et en se distinguant d'autres qui continuent, comme la Chine? Bref, est-ce que la Chine est une exception, ou est-ce que masquant les échecs des autres, ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement d'ensemble? Alors la Chine est une exception par sa dimension, par ses ressources, par ses capacités. C'est peut-être une exception aussi par ses stratégies et par les choix qui ont été faits, qui à chaque passage à étape étaient le bon choix. Depuis la politique d'ouverture de 1978 jusqu'à ce que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire ce mélange très subtil d'ouverture et de maintien de structures autoritaires, et aussi d'un sens moderne de la souveraineté. C'est ce que j'ai étudié dans mon livre, c'est-à-dire la souveraineté se décompose, on est au temps de l'interdépendance, donc la souveraineté ça ne veut plus dire grand-chose, donc vous avez les archéo-souverainistes qu'on trouve au nord, qui veulent surtout, non seulement que ça ne bouge pas, mais que cette souveraineté couvre aussi l'identitaire, et c'est toutes les crises que nous connaissons bien, et vous avez cette vision chinoise tout à fait extraordinaire, qui est ce dosage subtil de souveraineté frileuse, surtout ne touchez pas à nos affaires intérieures et à notre intégrité territoriale, et d'acceptation de la mondialisation. Ce que les puissances du Nord n'ont jamais été capables de faire, parce que la mondialisation leur fait plus peur qu'elle ne leur ouvre des perspectives comme en Chine. Alors maintenant, le cas du Brésil et de la Turquie, c'est d'un certain point de vue quelque chose de normal, c'est les phénomènes cycliques, il y a eu des croissances très fortes, il y a un moment où on atteint un palier, donc les économistes peuvent expliquer tout cela assez facilement, et c'est un phénomène qu'on retrouve à peu près chez tous les émergents, mais c'est lié aussi à quelque chose que la Chine jusqu'à maintenant n'a pas connu, peut-être va-t-elle le connaître, qui est une crise institutionnelle et une adaptation des institutions. Regardez comment les institutions brésiliennes se sont littéralement effondrées après la période faste qui a été la période Lula da Silva. Regardez comment les institutions turques ont énormément de mal à se définir entre un référent identitaire islamiste vigoureux et l'exigence de la modernisation. Le paradoxe des émergents, c'est qu'ils doivent être les adeptes du grand écart. Au Brésil, vous avez autant une bourgeoisie qui appartient pleinement au Nord, je veux dire la bourgeoisie pauliste ou de Rio, ce sont des gens qui sont totalement intégrés culturellement, économiquement, socialement, historiquement aux populations du Nord, tandis que le Nord-Est est totalement dans le Sud, totalement dans le Sud.
Et la Turquie, c'est la même chose. Entre le bourgeois stambouliote et le paysan d'Anatolie, il y a le même grand écart. Ce qui rend l'adaptation politique difficile. Alors le pari chinois, c'était de dire, en maintenant des structures étatiques qui ont le double label de l'héritage impérial multimillénaire, donc qui fait sens pour le chinois de base, et aussi cet héritage lié à cette séquence maoïste qui n'a jamais été effacée ni même marginalisée. Le pouvoir politique a une capacité de contrôle, de centralisation et je dirais même de répression presque admise. Je dis presque parce que la répression n'est jamais totalement admise nulle part. Mais le Parti communiste chinois, et on le voit en ce moment notamment avec la présidence Xi Jinping, peut se permettre des pratiques centralisées et autoritaires que d'autres régimes du Sud ne pouvaient faire que par le biais de coups d'État militaires ou par le biais de séquences souvent assez catastrophiques. Le problème, c'est ça va durer. Alors, le Sud, donc, a cette unité, mais est-ce que le Nord est uni quand on voit, par exemple, la différence qu'il y a entre Trump et la plupart des grands dirigeants européens? Quand on voit le discours de Trump à l'ONU et le discours de Macron, est-ce que le Nord est encore ce bloc cimenté et uni? Il est cimenté et uni quand même dans une croyance persistante en la puissance et en la capacité de la puissance non seulement de régler ses propres problèmes et de maintenir son propre statut, mais de régler le problème des autres. L'un des éléments quand même fondamentaux, et moi qui m'ont toujours étonné, c'est cette persistance des puissances du Nord de penser qu'elles sont les mieux à même de régler les problèmes du Sud, et notamment en mobilisant les instruments classiques de puissance. C'est bien là le problème. Cette mobilisation persistante de la puissance, cette façon de considérer qu'on peut régler, par exemple, ou gérer, je dirais avant de régler, gérer les conflits des autres exactement comme on pourrait gérer ses propres conflits, est quelque chose d'aberrant. C'est-à-dire de penser qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la manière dont on faisait face aux conflits qui ont ensanglanté l'Europe pendant des siècles et la manière dont on va résoudre le conflit du Moyen-Orient et du Sahel est une aberration. Est une aberration que un proverbe bambara tout à fait convaincant met bien en évidence quand ce proverbe dit on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Eh bien, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a une continuité dans la politique de puissance entre les temps westphaliens où on réglait les différends à coups de bataille de la Marne, et là, cette certitude qu'une nouvelle bataille de la Marne va éliminer Daesh. Je me souviens ce jour où le président de la République française disait à la mi-février le problème serait réglé. Comme si effectivement la puissance construite en événements, c'est-à-dire la production de puissance, allait pouvoir régler les problèmes. Les problèmes ne peuvent plus être réglés de la sorte. Et alors, ça m'amène à la thèse centrale du livre, c'est-à-dire de dire, mais aujourd'hui, la puissance est impuissance, c'est une vieille idée qui me taraude depuis des années, mais surtout ce dont je m'aperçois, c'est que cet usage assez obtus et assez aveugle de la puissance, pas même mise à jour, a créé au fil des décennies récentes une énorme faiblesse dont le système international tout entier est aujourd'hui l'otage. C'est-à-dire que c'est cette faiblesse qui a été créée par les échecs et les incompétences du Nord qui sont en train de faire l'agenda du monde. Alors vous parliez de l'ordre westphalien, vous évoquez à un moment donné que finalement le Sud ne voulait pas de ce modèle étatique proposé par le Nord, et que c'était plutôt des modèles panafricains, panislamisme, panarabe, qui avaient été choisis et qui ont été finalement oubliés. Alors ça, c'est effectivement l'une des contradictions majeures que l'on a oublié de regarder parce qu'à l'époque, on était obsédé par la guerre froide, le conflit Est-Ouest, et ces questions paraissaient secondaires. Mais je dirais, même sous forme d'un certain romantisme auquel certains d'entre nous, moi en tous les cas, avons adhéré, on pensait que ces grands leaders du tiers-monde, ces grands fondateurs des États nouvellement acquis à l'indépendance, étaient des bâtisseurs d'États.
ce que nos collègues anglo-saxons appelaient des state builders. Mais en fait, c'était des libérateurs, mais pas des bâtisseurs d'État. On peut citer des personnages absolument transcendants qui ont fait l'histoire des libérations, Lumumba, Nkrumah, Nehru, Sukarno, Mandela, etc. En fait, l'histoire a montré que c'était de grands libérateurs, mais qu'aucun d'entre eux n'était bâtisseur d'État. Et alors, ce qui est plus important, c'est que ce n'est pas qu'ils aient échoué, c'est qu'ils avaient conscience que non seulement ce n'était pas leur tâche, mais que ce n'était pas faisable, peut-être même pas souhaitable. D'ailleurs que quand on lit Nkrumah nous dit, mais si on reconstruit dans chacune des colonies un État qui ressemble à celui du colonisateur, c'est la colonisation qui va reprendre. Et donc, l'utopie créatrice de ce nouveau monde, c'était les pan-africanisme, pan-arabisme, les uns après les Il autres. reste combien de temps? mais c'est là, justement, qu'on n'a peut-être pas été assez attentif, d'un point que j'aime développer dans mon livre, c'est que c'était des utopies qu'il fallait traiter comme des utopies. Les utopies que nous, Européens, nous avons forgées au XIXe siècle, nous ne les avons pas réalisées. Les utopies, les grandes utopies communistes, socialistes, libérales, elles ont peu à peu irrigué nos institutions pour y laisser une teinte, qui a été la social-démocratie, qui ont été les grands partis libéraux, les grands partis qui ont fait en quelque sorte nos États européens modernes. Mais parce que nous avons eu le temps de cette empreinte, et nous avons eu les moyens de ce changement et de cette transformation. Le grand problème de la décolonisation, c'est que non seulement elle n'avait ni le temps ni les moyens de cette empreinte lente et de cette invention de modèle, mais c'est que le train ce de chez monde moi a été, jusqu'à je dirais, westphalianisé jusqu'à Persan, ça a été la personne il y a pas C'est top que vous soyez là, parce que qui leur a été fatal, top que puisque vous soyez là. sorti quoi? Persan, il n'y avait pas de train, donc il a fallu que je remonte dans le train pour aller à Paris. Soit le collapse, c'est-à-dire l'effondrement complet des États, la décomposition des États, qui est le facteur premier des conflits que nous observons aujourd'hui. Vous travaillez depuis longtemps sur la faiblesse de la puissance, sur l'ambiguïté de la puissance, et là vous écrivez dans votre livre, pour la première fois dans l'histoire, les moins puissants exigent quelque chose des plus puissants. Oui, ça c'était la formule de Nehru. Nehru qui avait dit ça, c'est-à-dire qu'il avait compris que le monde était en train de s'inverser, et qui pensait, d'ailleurs ça a été toute la philosophie du mouvement des non-alignés, ensuite du groupe des 77, que peu à peu cette plèbe du système international serait en position d'exigence. Or, ce que je décris, et c'est la thèse centrale du livre, c'est qu'aujourd'hui, le monde est soumis à ces exigences. Ces exigences qui s'expriment de manière désordonnée, chaotique, quelquefois violente, et hélas même trop souvent violente, mais c'est aujourd'hui le Sud qui fait notre agenda international. Et si on demandait à quelqu'un, un observateur de notre terre, qui dans les 15 premières années du XXIe siècle a plus marqué le monde, je suis sûr qu'il répondrait davantage Ben Laden que George W. Bush ou que M. Trump. C'est-à-dire, ça veut dire que les puissances sont aujourd'hui réactives, là où le Sud, dans son effroyable désordre, est quand même proactif. Et alors, y aurait-il des figures positives dans le Sud? Parce que Ben Laden est à la fois quand même un peu une création de l'Occident et une figure répulsive. Est-ce que vous voyez une figure attractive dans le Sud? La constitution progressive est hélas dans la douleur de sociétés civiles au Sud. De ces sociétés civiles au Sud qui reprennent leur politique en main, qui dressent les agendas de ce que nous ignorons hélas, qui est la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, cette profusion d'ONG, d'une nouvelle opinion publique, ce public d'individus connectés. Ce que je dis dans mon livre, c'est que l'Afrique, c'est 350 millions de smartphones connectés. Donc c'est ce que Habermas aurait appelé un espace public en voie de formation. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la faiblesse aux éditions de la Découverte, par Bertrand Badi, qu'on remercie d'avoir été sur IDFM au bar de l'économie grâce à Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales. À demain, bonne journée et puis faites attention, dans la neige ça glisse.
Non.